Plusieurs vêtements de la collection capsule entre H&M et Paco Rabanne se revendent plus cher que des pièces Paco Rabanne officielles. Certaines pièces de cette marque de fast fashion ont été revendues des centaines d'euros, bien au-delà des prix auxquels la fast fashion devrait être revendue. Quelque part, H&M a presque réussi à me rendre accessible ces pièces. Je ne sais pas si je devrais les en remercier. Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui découvrent ma chaîne. Et pour les plus anciens, j'ai enfin un micro. Aujourd'hui, on va parler de la collection capsule entre H&M et Paco Rabanne qui a été réalisée en collaboration avec le directeur artistique de la marque, Julien Dossena. Et laissez-moi vous dire qu'il y a quelques pépites en termes de revente. Ça a été revendu à des prix stratosphériques, que ce soit sur Vinted ou Vestiaire Collective. Et on va également parler de la réaction de ces plateformes de revente. Je trouve que Vestiaire Collective a très bien réagi là-dessus. Et puis, on va voir ce que ça apporte véritablement à H&M et à Julien Dossena. Pour vous redonner le contexte, H&M sort chaque année une collection capsule avec un designer ou une chanteuse, et ce depuis 2004. Le premier à s'être prêté au jeu, c'était Karl Lagerfeld, et le dernier en date, c'est Julien Dossena, pour Paco Rabanne. Le 9 novembre 2023, H&M a lancé cette collection dans 90 pays et 150 boutiques. Certaines pièces sont très rapidement sold out le jour même. Le 13 novembre, soit 4 jours plus tard, j'ai décidé de regarder sur les sites de revente, que ce soit Vinted Collective, oui bien sûr, Vestiaire Collective et Vinted. Sur Vestiaire Collective, il y avait plus de 500 pièces, étiquettes et inflation comprises, et puis pour Vinted, plus de 300 pièces revendues dans le même schéma à des prix stratosphériques. Je voulais vous sortir cette vidéo plus tôt, mais entre-temps, certaines règles ont changé. Toujours est-il que pour en rester sur le 13 novembre, Vestiaire Collective proposait encore énormément de pièces Paco Rabanne et H&M. En fait, Vestiaire Collective a été inondé de pièces de fast fashion de la collaboration H&M et Paco Rabanne. Ce sac était vendu 179 € par H&M, il a été très rapidement sold out et je peux comprendre l'effet de rareté, l'effet de limitation qui fait qu'on va prendre un peu plus de valeur sur une pièce, mais tout de même, je l'ai retrouvé proposé à la revente à 1050 € sur Vestiaire Collective. Il y en avait un peu moins cher pour 400 €, ça reste bien trop onéreux pour de la fast fashion. À côté de ça, j'ai vu des sacs Paco Rabanne officiels, donc des sacs originels de la marque, comme ce modèle, le 1969, un modèle emblématique en taille nano. Là, il était vendu 628 € et j'en ai trouvé un autre pour 630 €. Ça m'a vraiment étonnée de voir des pièces Paco Rabanne moins chères que des pièces de fast fashion. Toujours est-il que c'était très particulier de voir ce renversement de valeur. Là où le sac 1969 est très intéressant, c'est qu'il y a toute une construction qui est faite à la main, des matériaux choisis, un travail très important et une main-d'œuvre présente. Choses qui ne sont absolument pas disponibles sur les sacs de fast fashion. Il y avait aussi une mini-robe en sequin vendue 300 € sur H&M et proposée à 1071 € sur Vestiaire Collective, comme quoi certains arrivent à créer de la valeur à partir de rien. Les bijoux de tête, initialement à 179 € ont connu le même sort et j'en ai retrouvé certains à plus de 900 € sur Vestiaire Collective et sur Vinted. Pour les vestes qui étaient vendues 300 €, donc là on était quand même un peu plus sur des pièces un peu plus onéreuses en tout cas que ce qui pouvait se faire dans les accessoires. Ces pièces-là ont été revendues entre 700 et 900 € sur Vestiaire Collective. Et là je ne vous parle pas de la pièce la plus chère de la collection. C'était cette robe en mèche vendue 600 € sur le site d'H&M. Et là, j'ai pu la avoir à 1200 €, donc carrément un SMIC sur Vestiaire Collective, et 900 € sur Vinted. Avant de continuer, un mot de Julien Dossena, le directeur artistique de Paco Rabanne. Il a accordé une interview à Vogue pour leur expliquer l'esprit qu'il avait dans cette collaboration. Cette collection n'est pas un manifeste. Il faut être généreux, donc cela parle aux fans de la maison et qui, chez H&M, pourra s'offrir un modèle 100% Rabanne et inaccessible en termes de prix chez nous. Le but est aussi de rendre ces principes démocratiques, de les ancrer dans notre réalité. Autant vous dire que je trouve ça très peu ancré de voir des sacs à main de fast fashion se revendre plus cher que des sacs de designer. Et cette petite subtilité n'a pas non plus échappé à Vestiaire Collective qui s'est empressé de réagir. Je voulais vous sortir cette vidéo plus tôt, mais le 16 novembre, Vestiaire Collective a publié un communiqué dans lequel ils expliquent qu'ils vont arrêter de revendre certaines marques de fast fashion et vous vous en doutez, parmi ces marques, H&M était cité. Le résultat, c'est qu'une immense majorité des pièces que j'ai pu voir en revente, donc tous les screens que je vous ai montrés qui dataient du 13 novembre, ne sont déjà plus sur Vestiaire Collective. Il y a eu un immense ménage qui a été fait sur ce site, et quelque part tant mieux. Je pense que cette avalanche de pièces de fast fashion finissait par ternir leur image. Ils cherchent vraiment à se positionner comme des ambassadeurs de la seconde main de luxe, et le fait de voir des pièces de fast fashion se mélanger à leur sélection bien plus luxueuse, ça finissait par endommager un peu l'image de marque qu'ils cherchent à installer. Vestiaire Collective a pris en compte 5 critères pour déterminer ce qui était ou non de la fast fashion. Des prix très bas, un renouvellement fréquent, une gamme très large de produits
une vitesse record de mise sur le marché et une forte intensité promotionnelle. Et quelque part, ça a stoppé cette inflation, du moins sur leur site. Je trouve que sur Vinted, c'est encore très libre. Après, dans les faits, la collection comportait différents prix. Ça commençait autour de 50€ pour cette minaudière. Ensuite, il y avait un hommage à Magic Mike pour 60€. Des pièces androgynes, un vestiaire assez streetwear. Et puis d'autres qui étaient dans l'ultra féminin avec du jersey noir, entre 50 et 80€. Mais ce que les gens attendaient beaucoup, ce qui avait été énormément teasé sur les réseaux sociaux, c'était les matières signatures de Paco Rabanne. Le mesh iconique, les sequins dorés ou argentés, les sacs en paillettes, vraiment tout cet esprit des années 70. La démocratisation du luxe reste une idée louable, mais complètement irréalisable. Chaque année, H&M sort exprès un stock faible, tout en entretenant des attentes élevées. Ce n'est pas la première fois qu'une collection capsule connaît une revente immédiate. En 2015, la collection Balmain avait suscité beaucoup d'enthousiasme et s'était retrouvée quelques heures plus tard après le lancement sur eBay. D'autres n'ont pas eu la même destinée, comme la collection réalisée avec Maison Margiela, qui était restée des semaines en vente chez H&M, qui avait été un flop immense, considéré un peu trop avant-gardiste pour le grand public. H&M gagne énormément avec ses partenariats de courte durée, mais pour eux, le gain ne se fait pas sur l'aspect financier. Ils n'ont d'ailleurs jamais révélé combien ils pouvaient percevoir grâce à ces collaborations. Leur intérêt est tout autre. Ils cherchent à se racheter une image de marque. Leur image de marque enchaîne généralement les scandales, que ce soit au niveau du greenwashing, des conditions de travail des employés, de l'impact environnemental ou encore de certaines photos et publications jugées racistes. Et pour eux, l'une des meilleures manières de retrouver un peu de prestige, c'est de s'associer à un designer très connu, qui va faire couler sur eux son aura de luxe et de renom. En 2014, un cabinet d'analyse, le Crimson Hexagon, avait analysé les publications sur les réseaux sociaux qui parlaient d'H&M. En temps normal, H&M évoque très peu de sympathie et seuls 10% des commentaires évoquaient un sentiment positif envers la marque. Lorsqu'il y a eu la collaboration entre Alexander Wang et H&M, 34% des commentaires parlent positivement de la marque. En vérité, H&M n'a pas grand-chose à faire pour que le grand public lui pardonne ou en tout cas oublie certaines de ses exactions au niveau de l'environnement ou des droits humains. Il leur suffit simplement d'avoir un produit un peu plus luxueux à proposer, quelque chose de plus attrayant. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, peut-être du luxe washing, du rich washing. Je ne sais pas si ça porte déjà un nom d'ailleurs. Et du côté des designers, c'est toujours rentable. Julien Dossena a sûrement remporté un chèque assez important dont on ne connaît pas le montant à l'heure actuelle, mais j'ai réussi à retrouver quelques sommes que certains designers avaient perçues. En 2004, Karl Lagerfeld disait avoir perçu 1 million de dollars pour sa collaboration de 9 mois avec la marque suédoise. Idem pour Stella McCartney, qui a collaboré avec H&M en 2005 et qui a reçu elle aussi 1 million de dollars. En 2007, la chanteuse Madonna disait avoir reçu 4 millions de dollars pour sa collaboration avec H&M et je pense que Julien Dossena a dû aussi percevoir une somme assez importante. Ces sommes couvrent leur travail qui prend généralement entre 9 mois et 1 an. H&M fait en sorte de garder l'esprit de la maison avec laquelle il collabore, du moins en visuel, puisqu'on sait très bien que les usines de fast fashion ne pourront pas reproduire la qualité que l'on attend d'une maison de luxe ou de haute couture. Selon Julien Dossena, et toujours d'après cette interview accordée à Vogue, une grande partie des recherches s'est portée sur la reproduction d'un mesh plus facile à produire dans des conditions de fast fashion, mais toujours qualitatif. Ça m'a beaucoup interrogée d'ailleurs sur ce qu'on allait vraiment payer en première main chez H&M. Donc par exemple, la robe à 600€ m'a beaucoup étonnée, je ne m'attendais pas à ce que les prix grimpent à ce point, et je me suis tournée vers les compositions de ce qui avait été fait. Une grande partie des articles sont en polyester recyclé, et l'aluminium permet de composer le mesh. Pour une fois, avoir une matière cheap n'est pas un réel problème. Au contraire, c'est même ce qui a fait connaître Paco Rabanne. Lorsqu'il sort en 1966 sa collection 12 robes importables en matériaux contemporains, il habille ses mannequins de sequins et de plaques rhodoïdes, un plastique qui a l'avantage de ne pas prendre feu. Si son prix ne se justifiera jamais par la matière, il traduit en réalité une grande recherche, une forme d'innovation et une technicité dans le geste. Chaque pièce est faite à la main, puis assemblée minutieusement, et on peut retrouver des photos d'époque sur lesquelles on le voit découper des ronds qui semblent être des ronds de cuir. On vient chercher chez lui une architecture que l'on ne voit nulle part ailleurs et on paye quelque part le délire de l'artiste bien plus que la matière première. Paco Rabanne a toujours revendiqué un luxe abordable, démocratique et non réservé aux élites. Il se veut populaire dans sa démarche et tout cela est en cohérence avec son époque, celle du disco. Pour autant, Paco Rabanne n'en est pas resté qu'à de simples pacotilles. En 1968, il a habillé Françoise Hardy d'une robe incroyable, faite de plaques d'or et de véritables diamants. Harper's Bazaar a écrit quelques mots à son sujet que j'ai trouvé très représentatifs de l'époque. En fait, les valeurs du disco,
à savoir la fête pour tous, se sont répercutés sur cette industrie qui s'ouvrait au monde entier grâce au prêt-à-porter, en privilégiant la démocratisation de sa mode plutôt que la valorisation de la confection. Le critère primordial n'était plus de porter un vêtement luxueux, mais de représenter le luxe. Fake it until you make it. Après les strass et paillettes, qui ont été créés dans le but de produire des bijoux et vêtements abordables, le vêtement de fête est donc devenu lui-même synonyme de pièce bon marché. Une silhouette de masse, festive et populaire, qui a été dès lors associée à un imaginaire collectif bien plus vaste. De son côté, Julien Dossena a suivi cette voie en proposant avec H&M une collaboration qui se voulait abordable, démocratique et tout public, à l'image de ce que H&M peut proposer, c'est-à-dire des vêtements pour tous les prix et pour toutes les tailles. J'ai été tout de même très étonnée encore une fois de cette robe à 600 €, mais soit. Il y a quand même un point positif dans cette collaboration, c'est l'utilisation du polyester recyclé. Alors ça ne résout pas tous les soucis, c'est déjà bien qu'ils aient pensé à ne pas prendre des ressources vierges pour créer cette collection, mais le polyester recyclé a tout de même quelques inconvénients, notamment le fait d'être un plastique qu'il faut à nouveau traiter avec énormément de traitements chimiques, notamment du chlore, avant de pouvoir être réutilisé. Ça libère toujours autant de microplastiques lors du lavage. Voilà pour cette vidéo à propos de Paco Rabanne et H&M. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos qui seront un peu plus dans le style de ce que je peux faire d'habitude, c'est-à-dire des présentations de boutiques d'antiquités et des objets un peu plus anciens. Je vous dis à très bientôt. Je ne suis pas un grand couturier, je ne le crois pas, pas encore. Et je ne sais même pas si je désire le devenir, ça ne m'intéresse absolument pas.